Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous parce que c'est un off d'essai, mais c'est un off d'essai très particulier. On n'est pas sur un comparatif classique, on est sur de l'essai d'exception, et je pèse mes mots. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année est le centenaire de BMW, donc on vous prépare, que ça soit sur le print, sur le web et sur notre chaîne YouTube, un sujet sur les 100 ans de BMW. Et donc, j'ai eu l'extrême honneur d'être désigné pour essayer des motos, c'est un peu normal en tant que chef des essais. Et je me trouve aujourd'hui à Montpellier, chez Jean-Philippe Sutel, un grand collectionneur de BMW. Et je vais vous présenter les motos que j'espère pouvoir rouler, parce que ce sont des anciennes qui sortent d'une collection, avec l'ami Greg. Greg, il va bouger la caméra. Voilà, salut Greg. Voilà, donc je vais vous montrer, voilà, ce dont je vais avoir le plaisir d'essayer. Alors, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur. Alors, regardez, ils nous même préparé des super fiches. Voilà, alors ça, c'est un BMW. On ne doit pas en croiser beaucoup. C'est une BMW R52. Alors, 52 en amont. Attention, j'y reviendrai plus tard. Fabriquée entre 1928 et 1929. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur presque 100 ans, vous imaginez. Fabriquée à 4300 exemplaires. C'est une moto assez rare dans l'histoire de BMW. C'est la première moto de la marque à avoir des feux électriques, fini l'acétylène. Donc voilà, regardez, elle a un énorme phare que je trouve absolument génial. Elle a un gros poète Bosch pour faire du son. Donc cette moto, c'est un bicylindre de 487 cm3. Elle fait 12 chevaux à 3400 tours. Vous avez bien entendu, 12 chevaux. Elle a un seul carburateur central de 24 mm, cadre rigide, vitesse au réservoir, avance, gaz par tirette, vous voyez, il n'y a pas d'accélérateur. Donc ça, c'est vraiment de la moto ancienne, de l'ancêtre. Ensuite, on va passer sur quelque chose que tout le monde connaît, la R80 GS. Ça a lancé la mythique lignée des GS qu'on voit aujourd'hui. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la 1300 GS qui vient de sortir. Donc R80 GS, fabriquée de 1980 à 1988. Il faut savoir qu'au début, elle a fait un flop, parce que quand BMW a sorti ça, tout le monde s'est dit, voilà, un gros train comme ça. Après, les multiples victoires au Paris-Dakar ont prouvé que un gros bicylindre BMW avec un cadre acier, ça le fait. Et puis aujourd'hui, la GS, on sait ce que c'est. Je crois qu'une BMW sur deux au monde est une GS vendue. Donc c'est un véritable, c'est une icône maintenant chez BMW. Alors donc c'est le premier train de série, même si avant, BMW a fait des prototypes et avait couru en enduro et avait eu plutôt de bons résultats. C'est ce qui les a d'ailleurs motivés à fabriquer la GS. Donc bicylindre, 797 cm3, deux carburateurs Bing à dépression de 32 mm et une puissance modeste de 50 chevaux à 6500 tours. Elle était donnée pour 168 kg. Donc voilà, on le voit. Greg a eu l'honneur d'en avoir une. Greg, si je me rappelle bien, tu as eu le 80 GS et tu m'as dit c'est une des BM avec lequel je garde un meilleur souvenir. J'espère donc avoir le même feeling que toi quand je vais aller essayer cette R80 GS. La première chose qui me plaît, c'est qu'elle est super fine, toute simple avec le gros bicylindre. Ça, c'est super. On continue, on repart dans les années 50-60 avec l'iconique BMW Série 2. Alors, c'est quoi la Série 2? Bah, pour nous, les Français, c'est la BMW. C'est les motos de flics, c'est les motos du Tour de France, c'est les motos de livreurs de journaux dans Paris, dans les années 50-60, qui étaient souvent avec un panier. Pourquoi un panier? Parce que la série 2 avait d'origine des ancrages pour mettre le sidecar. C'était une moto qui était prévue pour le sidecar. C'est pour ça qu'elle a une fourche à parallélogramme. Et si je me rappelle bien, cette fourche, elle est réglable en fonction de si vous voulez en solo ou en duo. Vous voyez, l'ancrage était différent. Donc ça, c'est vraiment la BM qui a fait entrer BMW dans l'ère moderne. Donc c'est une moto hyper fiable, il n'y a pas plus fiable, quoi. La série 2, ça a traversé les siècles. Il y a eu plusieurs modèles, il y a eu une 500, ça c'est une 500 série 2, donc c'était la moins puissante. Il y a eu la 600 série 2, et il y a eu la très rare R69S, qui était la version sport, même si ça fait rire Greg derrière, qui était la version la plus poussée. En l'occurrence, fabriquée de 1960 à 1969 pour les séries 2, à presque 20 000 exemplaires, donc c'est pas une moto très rare. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle a le bicylindre boxeur, hein, voilà, classique. Elle a deux petits carburateurs de 24 mm. Elle est donnée pour 26 chevaux à 100 800 tours. Une vitesse ébouriffante de 140 km/h au taquet. Mais avec cette partie-ci, c'est un peu tendu. Et elle était donnée pour 195 kg à vivre. Donc la 500 série 2, l'icône BMW des années 60. Alors, c'est pire que la DeLorean de Doc Martin, parce qu'on va passer des années 60 à la modernité absolue. Tout le monde aura reconnu la BMW K1.
Alors, qu'est-ce que la BMW Carrera? La BMW Carrera, déjà, elle a été fabriquée de 88 à 93. Et ça a été une véritable rupture chez BMW. Parce qu'on peut dire que c'est la première moto complètement étudiée en soufflerie, d'où sa forme particulière, surtout le garde-boue avant triangulé pour venir lécher les fonds de carénage. Donc la Carrera à l'époque, elle a fait jaser déjà pour son esthétique particulière. Vous noterez le phare avant, on dirait une télévision. Son prix, à l'époque, c'était une moto qui était très très chère. Et puis un peu ses couleurs, parce que toute la partie mécanique était en jaune. Ça fait un peu un véhicule agricole. Donc elle a vraiment marqué son temps. Par contre, techniquement parlant, elle est très intéressante. Elle a un CX de 0,34 parce qu'elle a été étudiée en soufflerie. C'est la première génération des moteurs K à 16 soupapes. Parce qu'avant, les K100, c'était des moteurs 8 soupapes. 16 soupapes qui après a donné naissance au K100 RS1. Et ensuite, ce moteur 16 soupapes, il est monté en 100. Donc, c'est le début du 16 soupapes. Première moto, c'est le moment d'avoir l'ABS Bosch. Donc, la K1, c'est quand même une moto assez extraordinaire. La première BMW est arrivée à 100 chevaux. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que ça va pas être un problème à essayer. Et je pense même que je vais la confier à Greg pour l'essai. Parce que Greg, il m'a dit, je l'aime bien, cette moto, elle est particulière. Donc, Greg, c'est toi qui l'as roulé dessus, je pense. Et on va finir par, j'ose le dire, ma préférée. Hop. Alors, ça, les amateurs de BMW classique auront reconnu la BMW R90S. Alors, la R90S, c'est la moto qui a inauguré ce qu'on appelle la série 6. Dans la nomenclature historique de BMW, il y a eu les séries 2. Ensuite, à partir de 69, les séries 5. Et ensuite, les séries 5, l'évolution, ça a été les séries 6. Donc la série 6, c'est quoi? C'est une rupture totale avec le look rétro, c'est-à-dire le compteur dans le phare, etc. Donc ça inaugure les premiers freins à disque hydrauliques sur les BMW. Ça inaugure le tableau de bord, on va dire moderne, c'est-à-dire un compteur à contour séparé en plastique. Et ça inaugure surtout la première grosse cylindrée, parce que les séries 5, la plus grosse cylindrée, c'était 750. Il y avait 500, 600, 750. À partir de la série 6, ils ont arrêté la 500, ils ont fait 600, 750 et 900. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Kawasaki sortait sa Z900 en 1973. Les Honda avaient évolué en F2, les fours. Donc, BMW a besoin du Superbike. Donc, ils ont fait la R96. Sa particularité, c'est son moteur, avec un pot de compression, un profil de cam particulier, et surtout, les carburateurs qui cèdent à cette moto, les carburateurs Taylor-Tour, des PHM de 38 mm à pompe de reprise, et c'est ce qui lui donne tout son caractère. On n'était plus sur des carburateurs à dépression. Ça, c'était réservé aux 750 et aux 900 classiques série 6. Donc la 96, 67 chevaux, alors que la 900 série 6 faisait 60 chevaux. Donc voilà, cette couleur, alors celle-là, elle est emblématique, c'était le orange Daytona. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient couru avec un poteau à Daytona. Donc voilà, pareil, première moto de série au monde avec un carénage tête de fourche, lui aussi étudié en soufflerie, qui lui donne sa particularité. En plus, on a un sympathique voltmètre et une montre électrique. En 74, c'était une montre électrique. 96, c'est un peu le rêve de tout collectionneur de flat twin BMW. Elle a été désignée, c'est le même gars qui a fait la Suzuki Katana après. Voilà, donc il avait un studio de design. Donc, et contrairement à la Katana, celle-là, il avait un peu réussi. Non, je déconne. Donc voilà, la 97, donc c'est un peu le mythe absolu. On va partir rouler. Alors, ils nous ont accueillis, c'est super. J'ai vu qu'ils les ont finis un peu à la va-vite. Donc j'espère que ça va rouler. Puis de toute manière, c'est des anciennes. Si on est en panneau, on va bricoler. Moi, je vous garantis que je vais vous ramener un essai de toutes ces motos-là. On va aller au bord de la mer parce qu'on est près de Montpellier. Et puis j'espère que d'abord, je vais vraiment prendre mon pied, que toi, Greg aussi, tu vas profiter, et que surtout vous allez apprécier cet essai un peu exceptionnel et particulier. À tout de suite sur la route.
quelle aventure, quelle aventure! En essayant des modèles emblématiques de BMW. Je vais essayer de vous faire un petit débrief rapide. Alors, on va commencer par la R52. Alors évidemment, c'est pas une surprise si je vous dis que c'est le truc le plus bizarre et incroyable que j'ai essayé. Ce que je retiendrai rapidement, c'est que avoir ça dans les années 20, c'était quand même quelque chose parce que c'est quand même une vraie moto. Il y a un moteur, il y a une boîte de vitesse. Le fonctionnement, il est compliqué. Ça demande, contrairement aux engins modernes, où plus ça va, moins tu as besoin de ta tête et de tes membres pour rouler. Là, tu as besoin de tes pouces, tes index, tes pieds, ton crâne, ton cerveau. Donc, c'est un truc qui est très entreprenant psychologiquement à essayer, mais c'est vraiment fou. J'aurais aimé plus rouler avec. Là, on est dans l'agglomération autour de Montpellier. Il y a du monde, des voitures. En plus, on a eu il faisait plus de 30 degrés. Je me suis promis de revenir, de l'emmener sur une petite route de campagne et de rouler avec parce que ça, c'est un engin vraiment exceptionnel. Je ne parlerai pas de performance parce que c'est même pas de sujet, mais c'est vraiment une moto de dingo et je pense que tous les motos de cette époque-là te renvoient le même feeling. On fait un petit bond, on arrive dans les années 60 et là, bon, malheureusement, la seule qui nous a fait faux bond, c'est celle qui, pour beaucoup, est la BMW la plus fiable du monde, la série 2. La moto des records de kilomètres, des livreurs de journaux, etc. Malheureusement, celle-là, elle a pas démarré pour des raisons techniques, de stockage, etc. On a tout fait. Je vous promets de dégoter une série 2 et de faire quand même un essai de cette moto. C'est dommage, mais là, on a vraiment tout fait avec Thierry. Rien à faire. Bon. Mais c'est quand même une sacrée moto. Rien que la gueule et tout. On la réessayera. La 97, on passe aux années 70. C'est ma chouchoute. Je vais même être franc avec vous. Je suis en train de négocier avec le patron, voir ce qui serait possible de faire. Voilà, la 96, c'est le début de ce qu'on appelle l'homogénéité. Un moteur qui marche bien, une boîte 5 vitesses, une tenue de route correcte, des performances, un son. C'est la BM, c'est l'idée qu'on se fait de la BM des années 70 qui a forgé la légende de ces motos. Donc la 96, c'est vraiment ma chouchoute. C'est de loin celle que j'ai préféré rouler. Pas parce que c'est la plus performante, mais parce que c'est la plus homogène. C'est-à-dire que ça commence à être une vraie moto avec des performances. On peut faire un Paris-Lyon, etc. Et ça garde l'esprit d'une ancienne. Donc j'ai beaucoup apprécié cette machine. Elle m'a vraiment, elle m'a séduite. Je la connaissais, mais vraiment elle m'a séduite et j'ai eu un coup de cœur pour cette BMW 96. Là, c'est carrément un changement d'époque. Là, on est sur de la moto moderne. Alors, je sais pas quoi dire sur cette car. Déjà, comme dit le proverbe, la beauté est dans les yeux de celui qui contemple. Le look, je peux pas vous dire. Moi, je suis pas fan. Elle est quand même très particulière. À rouler, c'est un moteur performant, mais assez linéaire, assez souple. Et puis l'ergonomie, elle est énorme. Tu te dis, pour un grand balèze comme moi, je vais être bien. Et en fait, la distance elle repose-pied, elle est vraiment très très courte. Donc on a une ergonomie particulière. Mais la personne capable de le mieux en parler, c'est Greg. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est Greg qui a roulé le plus avec. D'abord parce que il l'aime bien, je pense, et qu'en plus, voilà, le hasard des choses a fait que tu as roulé avec, tu as fait de l'autoroute. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette car? Écoute, c'est un peu comme tu viens de l'évoquer. Moi, j'aime bien déjà parce que c'est très original. Déjà à l'époque, elle copiait personne. C'était quelque chose de très original. Donc déjà pour ça, c'est une moto qui est intéressante. D'ailleurs, je te coupe. Tu bossais pas chez BMW à l'époque où elle est sortie cette moto? Non, je suis arrivé un petit peu après. Ah d'accord. Un petit peu après. Mais ceci dit, donc à rouler, comme tu le disais, déjà c'est le décor aussi. Hein. Le décor, c'est au pays des Smarties, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des petites couleurs partout, un peu comme dans ces Citroën là, où les tableaux de bord des voitures Citroën, des ZX, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est des trucs assez affreux. Donc bon, là, BMW y était à fond. Donc le décor est assez particulier. Et ensuite, quand ça roule, c'est le volume. C'est une très grosse moto. Ouais, pour ça, elle est impressionnante. Elle est très lourde à manipuler. Elle a un rayon de braquage de péniche. C'est ridicule. Donc tout ça, ça s'anticipe. Et ensuite, le moteur, là encore, moteur 16 soupapes. On peut imaginer beaucoup de puissance, etc. Comme tu le disais, moi, à l'époque, quand les K sont arrivés, je travaillais chez BMW. Déjà, c'était des moteurs qu'on considérait très linéaires. Quand cette moto aussi, après, est arrivée, on s'attendait à plus de puissance. Ça reste un moteur très linéaire.
fort dans le sens où il y a du couple, Ouais, et puis il y a les chevaux. il y a les chevaux, Ouais. mais ça reste très très linéaire. Et ce petit détail quand même que tu pointais fort justement, qui est quand même assez étonnant, c'est la distance aile repose-pied. Je fais qu'1m70, c'est déjà trop court pour moi. Donc toi aussi, c'est une ergonomie qui t'es pas terrible. Ah non. Donc voilà. Mais ceci dit, quand tu te regardes passer sur ce petit missile, moi j'ai pu voir la jolie photo que tu as faite de moi en travelling là, Ouais. et ça a une gueule de folie quoi. Et sinon, au final, laquelle t'as préféré? Parce que t'as roulé sur toutes. Et laquelle t'as eu un petit coup de cœur? Bah écoute, celle vraiment que j'aime vraiment sans problème, bah c'est peut-être celle que tu vas en parler maintenant peut-être. D'accord, j'ai compris. Tu vois? Effectivement, c'est la BMW R80 GS avec laquelle je suis venu. Pour moi, c'est une surprise. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais jamais roulé sur une R80 GS. D'abord, à l'époque, c'est pas les motos qui m'intéressaient. Puis en plus, les hasards de la vie. Et Greg m'avait prévu. Greg en a eu une. Et il m'a dit, tu vas voir, c'est incroyable, c'est un gros moteur dans une petite moto. Et tu avais entièrement raison, Greg, parce que moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand tu es assis dessus, elle est fine, elle est haute, elle a un grand guidon, et elle a ce gros moteur plein de souplesse, plein de couple, qui est pas très puissant, je crois qu'il fait 60 chevaux, je crois, quelque chose comme ça. Et tu as raison, c'est une moto qui est étonnante. C'est dommage que maintenant, elle soit l'apanage des mecs urbains qui veulent se la jouer. Et je pense que beaucoup de gens, moi inclus maintenant que j'ai roulé dessus, ont été un peu cons de pas les acheter à l'époque où elles valaient rien. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour la 96, mais franchement, la R80 GS, je pense qu'à l'époque, c'était un coup de génie qui n'a pas été compris de tout le monde. Voilà. Voilà en fait pour ce florilège d'essais. Alors bien évidemment, pour le centenaire de BMW, vous aurez une vidéo qu'on va monter avec Fred. On va avoir un super sujet dans le Moto Magazine de fin d'année. Mais tout ça a été possible grâce à des personnes que je vais avoir le plaisir de vous présenter, parce que c'est grâce à eux, ils nous ont donné de leur temps. La collection, Thierry, le mécanicien, enfin, on a eu un accueil franchement incroyable parce qu'ils ont rien à y gagner, franchement. Ils ont sorti les motos de leur musée. Il y a des gens qui sont investis, qui sont occupés de nous. Et franchement, travailler dans ces conditions-là, c'était super. Donc, je vais les chercher. Je vous les présente pour le plateau de fin. À tout de suite. Bon, ben voilà, je voulais finir cette aventure extraordinaire, et je pèse mes mots, avec des remerciements chaleureux envers les personnes qui m'ont aidé à mettre sur pied ces super essais. Alors, à tout seigneur, tout honneur, puisse Dieu lui offrir la virilité éternelle. Jean-Frédéric Sutel, voilà, donc le boss, qui a créé cet univers assez incroyable qu'on appelle le Motopark. Si vous êtes du côté de Montpellier, je vous conseille de passer, c'est vraiment génial. C'est un village avec une certaine ambiance. Il y a une collection de motos incroyable à voir, il y a plusieurs concessions. Et puis surtout, c'est la gentillesse des gens, qui est vraiment... tout le monde est super accueillant. Donc si vous êtes du côté de Montpellier, passez au Motopark. Je voulais donc remercier Jean-Frédéric. Il y a une collection hallucinante. Combien de motos à peu près dans ta collection? Un peu plus d'une centaine. Un peu plus d'une centaine, toutes marques confondues. Toutes marques confondues, mais essentiellement une très belle collection de BMW. Ouais, bien sûr. Quoi. Et tout terrain. Et beaucoup de tout-terrain également, avec des motos historiques. Donc toutes une histoire, qui ont couru, qui ont gagné, qui ont été des palmarès assez impressionnants. Voilà. Et en plus, la plupart de ces motos sont visibles parce que le musée est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir prendre une bière, voir le musée. Donc voilà. Donc vraiment, je tenais vraiment à te remercier parce que j'ai appelé comme ça. Je suis tombé sur toi et un de tes bras droits. Vous nous avez accueillis vraiment à bras ouverts. Mais c'est très rare. Je préfère te le dire, c'est très rare. En général, les gens ils disent oui, venez. Une fois que tu es là, tu te démerdes et tout. Donc je voulais vraiment chaleureusement te remercier. Ah. Remercier aussi Marc. Alors Marc, c'est très marrant parce que j'ai vu sa carte de visite. Il est responsable de ce qu'on appelle l'expérience client. Alors moi, j'ai pas été client, mais par contre, en tout ce qui concerne l'expérience hôte et invité, il est très très fort. Donc pareil, il s'est plié en quatre pour nous. Et ça, je voudrais aussi remercier Marc pour ça. Toujours prêt à nous filer un coup de main. On s'est servi de son bureau comme un vestiaire. C'est un bordel sans nom, il y a vos affaires, etc. Donc ça, vraiment, je voulais te remercier aussi pour cet accueil. Et ensuite, celui sur lequel ces motos ne rouleraient pas, Thierry. Alors voilà, alors Thierry, a priori, tu t'occupes principalement de la collection de Jean-Frédéric. Souvent et en grande partie. Voilà. Et Thierry est un génie de la mécanique. Alors, on reviendra ici parce qu'il y a d'autres sujets à faire. Thierry est aussi un ancien spécialiste du TT. Il t'a fait plusieurs enduro en Afrique, je crois. Voilà.
Ah, il la tasse. Il s'est fabriqué un proto, mais ça mériterait une émission parce que le truc, il a pris le pire moteur qui existait chez Yamaha. Voilà. Ouais, il a fait un proto. En tout cas, il s'est plié en 4. On a mécaniqué ensemble, comme vous avez pu voir. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, donc on a réussi. Il n'y en a qu'une qui n'a pas marché, c'est la série 2. Je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, il y avait beaucoup de travail, mais je désespère pas de rouler un jour avec. Voilà, messieurs, je voulais vous remercier. C'était super cool. Je vais revenir, voilà, parce que j'aime bien venir ici. Et je vous dis, si vous passez dans la région de Montpellier, passez au motoparc. Et il y a un deuxième motoparc qui est en train de se monter du côté de Narbonne. Voilà, où il y aura la même ambiance, je plaisante. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je vous conseille d'y aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez aussi une essai papier de toutes ces motos. Je vous dis à bientôt. Et je vous dis, messieurs, chapeau, continuez comme ça, vous êtes vraiment top. Bon, monsieur Thierry, qu'est-ce qui se passe? C'est une BMW. Hein. Donc voilà, on est au bord de la route. Désolé. Avec cette magnifique BMW 90S couleur orange Daytona. Et on a un problème parce que les boisseaux sont un peu usés, comme on peut le voir. Et du coup, ils se coincent, ils ont du jeu dans le corps de carbu. Et comme ils ont du jeu, ben, l'aspiration, qu'est-ce qui se passe? C'est que le moteur aspire le carbu, le coince en biais. Et du coup, ça reste gaz en grand. Voilà. Donc on essaye de trouver une solution. Alors ça roule, hein, mais c'est chiant parce que quand tu rends les gaz pour passer une vitesse, bah, le moteur il reste à 5000 tours. Et donc voilà, et donc je suis avec Thierry. Alors Thierry est à la mécanique BMW, ce que le pape est au catholicisme, ce que les rabbins sont au judaïsme, et ce que les je sais plus comment on est les troisièmes, sont... les imams sont voilà, à l'islam. Les imams sont à l'islam, exactement. Comme ça, tout le monde est content. Non, blague à part, voilà, donc on essaye de trouver une solution parce que ça roule, mais c'est pas très agréable. C'est dommage parce qu'elle est super mimi, cette 96. Voilà, et au début, elle roulait pas trop mal. Donc on va essayer de voir, voilà. Alors Thierry utilise les bonnes vieilles méthodes qui consistent à mettre de l'huile moteur, à lubrifier les pistons les boisseaux de carbu, voilà. Ah là là, quelle dextérité! Ça c'est un geste d'expert. Ça c'est un geste d'expert. Mais attention, là, l'opération qu'on était en train de filmer, Axel, c'est pas si commun aujourd'hui. Hein. Non, non. Une paire de carbu comme ça, avec la pompe de reprise, ça fait bien une trentaine d'années que ça n'existe plus, ça. Hein. Alors les carbus, pour info, ce sont des Delorto, des PHM de 38. Alors c'était des carbus avec pompe de reprise que vous voyez là, c'est le petit triangle, voilà. Donc c'était les PHM. En 36, il y avait les PHF. Et c'est la seule BMW Flat Twin avec des carburateurs Delorto à pompe de reprise et non des Bing à dépression. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, BMW voulait faire une sportive et concurrencer les Moto Guzzi Le Mans. Non mais c'est vrai, c'est pour ça. Et les Moto Guzzi Le Mans, elles étaient montées avec des PHF de 36, mais qui sont les mêmes. Et du coup, le fameux concours de la plus belle. Et comme c'était aussi une 900 alors que les Guzzi étaient en 850 à l'époque, BMW a mis des carbus et des Delorto à pompe de reprise. Ce qui donne d'ailleurs tout le caractère de ce moteur de 90S. Là on attaque la grosse artillerie en direct de Palavas-les-Flots, à côté de chez Néné. Néné, article de pêche sur la place du marché. Un article de pêche de qualité s'achète chez Néné. Voilà, hop, regardez, là il y a la petite K1. Alors la K1 est géniale, hein. Greg a roulé dessus, on a fait les travelling, il a adoré. C'est voilà, c'est moderne en fait, c'est hyper moderne. Bon, revenons à nos carbus. Ah, ça y est, alors là ils descendent, ça veut dire que l'aiguille est rentrée dans son puits. Ouais. Voilà. Bon, ben on va essayer de finir cette séance photo. Oui, parce que le sujet pour les 100 ans de BMW. Il est là normalement. Salut Axel. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors je vous ai laissé au bord de la route avec des problèmes de boisseaux avec la BM 96, donc on est rentré à la concession. Et là, vous voyez, on a démonté les boisseaux et je suis en train, avec du papier, du mille et un peu de WD-40, de passer un peu de toile émery. Voilà. Donc là, vous voyez, il a une bonne gueule, il est propre, à peu près. Je vais vérifier s'il coulisse bien. Voilà, petit lubrifiant. Donc voilà, vous voyez, hop,
et je vais regarder si ça coulisse bien. Ça va mieux. Donc évidemment il y a un sens. Allez, je suis impatient. Le boisseau, vous voyez, il y a un sens, ça c'est là où il y a la pompe de reprise, donc c'est dans ce sens-là. Et là, vous voyez, ça bloque. Ça y est, il est descendu. Alors après, le truc c'est de voir s'il remonte bien. Ah, il coince pas mal en fait. Je vais y remettre un coup un peu plus. C'est déjà beaucoup mieux, mais je vais continuer à le toiler un peu. Et normalement, demain, on doit avoir une 96 qui marche comme elle doit marcher. Et ben voilà. Un petit coup de toile sur les boisseaux. Un petit coup de toile dans les corps de carbu. Et Thierry a tout réparé. Voilà. Ça a pris quoi? 20 minutes, un quart d'heure. Et demain, on va pouvoir rouler avec la 97. Alors, c'est un truc assez incroyable. Je vous explique. Ça, c'est l'embrayage. Ça, c'est comme pour une moto normale. Ça, c'est l'avance. C'est-à-dire qu'en bougeant ça, on bouge la tête de la magnéto. Et ça permet, on met un plein retard pour démarrer. Et ensuite, une fois que la moto est lancée, on met la pleine avance. Ensuite, ici, ça, c'est cap de gaz. La poignée elle est fixe, donc on accélère comme ça, voilà, ça c'est le starter, donc on s'en sert pas. Donc l'idée c'est, on embraye, on passe la vitesse ici, clac, on accélère comme ça, et on débraye. Et après pour passer la seconde, on fait, c'est assez ardu, on fait, on rend les gaz, on embraye, on pousse la vitesse en seconde, on débraye et on réaccélère. Alors, j'ai roulé un petit peu. Ça a l'air vraiment... Alors, moi, j'avais un a priori, parce que bon, c'est un truc de dingue. Ça vibre de partout et tout, et ça marche pas mal. On va essayer de régler ce problème de magnéto. Pour, là, Greg a sauvé les photos pour le sujet papier, parce que je vais absolument faire une vidéo, un travelling, etc. Donc, on va la ramener chez le concessionnaire. Et on va essayer de regarder ce problème d'allumage. En tout cas, je peux vous dire que c'est un engin incroyable. Et Thierry m'a vite détendu, parce qu'il a descendu du camion. Il m'a expliqué, m'a fait bon vas-y, et au moment où je parle, il fait bon je te préviens, c'est 100 000 € la moto. Donc voilà. On revient, pourquoi Jean-Frédéric nous a parlé de sa collection, alors là il y en a une partie. Donc je voulais faire une petite capsule afin de finir en beauté ces essais. Donc là, voilà, une partie de la collection. Alors vous reconnaîtrez une CB 450, donc c'est un moteur très technique avec double embracam en tête, rappel des soupapes par barre de torsion. Les premières s'appelaient la Black Bomber, après on a une 750 four, une Kawasaki 750 H2, ensuite un Twin BSA Royal Star qui était l'équivalent, je crois que ça s'appelait une A65 si je me rappelle bien, je suis sûr. Et là on arrive sur une curiosité, Jean-Frédéric, je vais être franc, Rochet, je sais pas ce que c'est. Alors, effectivement, on n'en voit pas beaucoup. Cette moto est une moto française et c'est la première moto française qui est sortie. Donc, elle a été construite en 1902. 1902, voilà. D'accord. Et ça fait longtemps que tu l'as, cette moto ? Ça fait 7-8 ans. 7-8 ans, d'accord. Et tu connaissais la marque Rochet ou c'est un hasard qui t'a amené Oui, je connaissais l'histoire de la moto française, donc c'est une des premières marques françaises. D'accord. Et donc ça a du sens dans ce musée, quoi, qui est un peu atypique. Absolument. Ouais. Donc ça, c'est une de tes motos préférées. Ça fait partie de mes motos préférées, tout à fait. Alors, on va continuer à avancer. On va faire un tour comme ça, parce que ça vaut le coup. Donc ça, R80 GS modèle Paris-Dakar. Ça, c'est les dernières, je crois, non? C'est les dernières 80 GS qui sont sorties en série spéciale avec c'est la basique avec le cadre bleu. Ouais. Tu vas faire des jaloux, là, parce que ça, c'est assez recherché. Assez recherché. Ensuite, alors là, moi, je suis un peu perdu, je te cache pas. On arrive sur les motos. Alors si. Des motos enduro. Ouais, moto enduro. Donc, c'est Fantic. Voilà, c'est Fantic Caballero, modèle régularité 125. D'accord. Donc un gros 2 temps. Un gros 2 temps avec un moteur 125 2 temps très poussé. Ouais. Hyper pointu, je présume. C'est pointu, ouais. D'accord. Effectivement. Ouais. Donc, moi, je me rappelle des Chimatiques allemands quand j'avais 14 ans. C'est un peu l'équivalent. Ouais, c'est un peu plus performant. Voilà, là, on arrive sur une KTM. Pareil, c'est une moto de cross, ça. C'est une moto d'enduro. Ah, enduro. 125 enduro.
D'accord, donc pareil, 2 temps. 2 temps également. Ok. Une moto 76. Et ensuite, je crois qu'on arrive vers une photo qui te plaît beaucoup. Celle-là, a priori, elle a un palmarès. Alors, effectivement, cette moto a une particularité. Donc moi, c'est une de mes motos préférées. Cette moto est une 125 RM de 1984. D'accord. Et la particularité, elle appartenait à Michael Rinaldi et elle a été champion du monde en 125 cm3. Donc c'est une moto d'usine de chez Suzuki Japon. D'accord. Avec des moyeux à l'époque taillés dans la masse, avec pas mal de pièces taillées dans la masse au niveau des têtes de fourche, au niveau de pas mal de choses, on a pas mal d'aluminium taillé dans la fourche. Pressurisée. Voilà. À l'époque, c'est les premières. A priori, elle a été restaurée celle-là parce qu'elle est vraiment. Non, elle est d'origine en fait. D'accord. Tout à fait. C'est des motos, une moto d'usine. Donc ces motos elles sont tout le temps nickel. Ouais. Il y a deux motos d'usine comme ça. Moi, ouais. Bah écoute, super. Et alors, on va continuer vite fait. On va retourner là-bas parce qu'il y a une troisième moto qui te tient. Il y en a peut-être une dont on pourrait parler. Ouais. C'est la moto de Frédéric Bollet, qui a été champion du monde en 250 cm3. D'accord. Donc là, on est sur du moderne. Il y a déjà le cadre périmétrique à lui. C'est la moto avec laquelle il a été champion du monde. D'accord. Okay. Je vois qu'il y a beaucoup. Alors, on reviendra parce que je vois les 465 de temps, des Honda CR. Là, on est sur une Honda CR 250 de 1979. Donc, une génération. Ouais, encore ancien et pas ancien. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait une 125 qui existait, identique, avec le moteur rouge. Et avec une particularité, c'est qu'elle avait une grande roue à l'avant, en 21, qui était compliqué à chausser au niveau du pneu avant. On avait beaucoup de mal à trouver des pneus avant de la 125. C'était ça. C'est un peu la difficulté. D'accord. Et on va finir de l'autre côté. Parce que là, alors moi je suis pas un spécialiste du tout-terrain, je suis pas un spécialiste de Paris-Dakar, mais par contre cette moto elle me parle par le sponsor, et la seule chose que je sais, c'est qu'on disait que les moteurs c'était le moteur HPN, le préparateur BMW. Voilà, donc j'aimerais qu'on finisse sur cette machine qui aussi a priori est connue et a un palmarès. Tout à fait. Ouais. Donc là, on est sur le numéro 100. C'est une moto mythique, c'est la moto d'Hubert Auriol. D'accord. Le grand Hubert. Le grand Hubert qui a gagné le Dakar en 1983. Donc quand on voit aujourd'hui l'évolution par rapport à cette moto, tant au niveau des suspensions que du freinage également, ouais. Voilà, on se dit... donc ça c'est celle qui a gagné. C'est celle qui a gagné, oui. D'accord, donc celle-là elle est plus qu'historique. Elle est plus qu'historique. D'accord. Bah écoute, là, je pense que les amateurs de Paris-Dakar vont... Moi, je me souviens du sponsor, le point. Je me souviens des pots comme ça, là, assez courts, etc. Le Brembo P08 à l'avant, le freinage. Alors, pour information, puisque Hubert nous a quittés il y a une petite année environ, ouais, exact. Cette moto est partie donc à Paris pour suivre le cortège de obsèques. Elle était sur la remorque de... Ok. Voilà, traitée par la BMW France pour suivre la cérémonie. D'accord. Voilà. Écoute Jean-Frédéric, c'était une petite capsule. On va revenir parce qu'il y a plein de motos. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant. En plus, on sent que tu es passionné, tu connais les histoires, tu connais les millésimes, tu connais les trucs techniques. Je te remercie encore une fois. Avec plaisir. Voilà, ça, c'était le petit plus après le générique. Et on reviendra parce qu'il y a vraiment une collection. Il y a une Harley Davidson de Johnny Hallyday pour les amateurs. Enfin bref, il y a plein de trucs. Moi, je me régale. Et il y a vraiment de quoi parler. Et en plus, Frédéric, il a aussi des vieux bateaux de course. Et ça pourrait être intéressant à aller voir. Salut, salut!